Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier le docteur Jeunet qui m'a demandé de venir parler de mon activité d'oncogériatre aujourd'hui. Alors pourquoi j'emploie le terme d'activité? C'est parce que l'oncogériatrie n'est pas une spécialité en soi. L'oncogériatrie, c'est une activité médicale où se mettent en convergence deux spécialités que sont l'oncologie médicale d'une part, que vous connaissez, et la gériatrie d'autre part, donc, qui est la spécialité qui s'intéresse essentiellement au vieillissement. Pour ma part, donc, je suis gériatre de formation, comme vous l'aurez compris. Dans mon cursus, j'ai passé ce qu'on appelle le diplôme universitaire de cancérologie générale qui m'ont permis d'acquérir une connaissance, on va dire, plus approfondie de l'oncologie. Mais cette connaissance, qu'on soit clair, est bien moins que celle d'un oncologue. Je n'ai pas vocation à être oncologue ou à devenir oncologue. Par contre, mon activité nécessite d'avoir des connaissances plus poussées en termes d'oncologie, de manière à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des traitements qui vont être proposés par mes confrères oncologues. D'un point de vue personnel, dans mon cursus aussi, j'ai eu la chance, et j'ai bien la chance de pouvoir travailler pendant quelques années dans une unité qui pratiquait de la chimiothérapie, parce que ça m'a permis de sortir un peu des concepts théoriques et du coup d'appréhender de manière plus concrète, plus précise, la réalité de ce que vivent les patients qui sont en cours de chimiothérapie. Actuellement, les derniers chiffres qui ont été mis à notre disposition montrent qu'un cancer sur 3 en France sont diagnostiqués chez des patients de plus de 75 ans. Les projections démographiques nous montrent qu'en 2050, ce sera un cancer sur 2. Donc, en termes plus clairs, ça veut dire que l'oncogériatrie est en train de devenir un enjeu de santé publique, à tel point que l'Institut national du cancer s'est positionné sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il faut promouvoir la recherche scientifique en oncogériatrie. Et le deuxième point, c'est qu'il faut encourager de manière exhaustive le dépistage de ce qu'on appelle les vulnérabilités ou les fragilités des patients âgés qui vont être amenés à subir un traitement anticancéreux. Pour vous expliquer un peu mieux mon rôle de gériatre dans cette boucle, dans cette prise en charge thérapeutique, j'ai volontairement choisi une image du film Tati Daniel, que beaucoup connaissent, film qui est très drôle, mais qui, malheureusement, à mon sens, véhicule à l'image de la société actuelle une vision plutôt péjorative, pour ne pas dire cynique, voire violente, de la personne âgée. Pourquoi je choisis de vous mettre cette image? Parce que, dans ma pratique, j'ai constaté que beaucoup de patients, lorsque leur médecin ou leur spécialiste leur dit « vous allez aller voir en consultation gériatre », éprouvent, on va dire, une certaine appréhension, pour ne pas dire une crainte, parce qu'ils se demandent à quoi consiste sa consultation. Ils se demandent à quoi va aboutir cette consultation, et surtout, ils ont peur d'être très stigmatisés du fait de leur âge. Qu'on soit bien clair, le but de cette consultation, c'est d'aboutir à une évaluation de l'état de santé global. De la même manière qu'un médecin généraliste peut solliciter un pédiatre pour les enfants, parce qu'il va solliciter une expertise, parce que la physiologie ou le traitement de l'enfant ne va pas se dérouler de la même manière qu'un adulte d'âge moyen, on va solliciter un gériatre pour avoir une expertise qui va permettre d'appréhender un état de santé global, et notamment ce qu'on appelle les polypathologies du comorbidité, c'est-à-dire l'impact sur un état de santé des maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension ou comme l'infarctus. Ici, je vous ai mis une photo d'un grand monsieur. Ce monsieur est le créateur de l'oncogériatrice, c'est le professeur Ludovico Balducci, qui n'était pas gériatre mais oncologue, et qui, au courant des années 90, a commencé à s'intéresser spécifiquement à la prise en charge des patients âgés atteints de cancer, d'une part parce qu'il commençait à avancer en âge et il y a vu son intérêt, et d'autre part parce qu'il faisait le constat suivant que lors de ses consultations, quand il recevait des patients âgés, certains patients avaient une présentation plutôt solide, on pourrait dire, ne semblant pas présenter de problème, et malgré tout, certains de ces patients présentaient beaucoup de complications au cours de leur traitement anticancéreux, et à contrario, il recevait parfois des patients d'apparence plus fragile, mais ces patients, paradoxalement, semblaient mieux supporter le traitement. Donc, il s'est dit que pour améliorer la prise en charge de ces patients, il devait se rapprocher des équipes de gériatrie et travailler sur l'identification des facteurs qui font qu'un traitement va réussir ou va échouer. Alors, la première question qui va être posée à une consultation de manière implicite par les spécialistes ou le médecin qui m'envoie le patient, c'est quel est l'âge réel de ce patient? J'entends par âge réel l'âge de son corps. Il peut y avoir effectivement, dans certains cas, une grande différence entre l'ACHI, c'est-à-dire l'âge présent sur la carte d'identité d'un patient, et l'âge de son corps. D'accord? Pour illustrer mon propos, j'ai choisi volontairement 2 exemples extrêmes, mais qui vont, je pense, appuyer l'idée que je vais vous faire passer. Premier exemple, Serge Gainsbourg, que nous connaissons tous, un immense artiste, mais qui, on va dire, a su consumer la vie par tous les bouts, à tel point qu'il est décédé de manière prématurée. Cette photo a été prise il n'y a pas longtemps avant son décès, il est mort à l'âge de 62 ans.
vu le rythme de vie de Serge Gainsbourg, vu son état de santé, si on avait dû évaluer à ce moment-là, moi je considère que très probablement sa physiologie n'aurait pas été celle d'un adulte de 62 ans moyen, entre guillemets, mais plutôt proche de celle d'un adulte de 75, pour ne pas dire 80 ans. À l'autre extrême, je vous présente ici Robert Marchand, champion de cycliste, qui à plus de 100 ans établit encore des records de course sur piste. Et je pense, je suis même intimement convaincu, que Robert Marchand, à 80-85 ans, s'il était évalué, aurait probablement eu une meilleure physiologie, c'est-à-dire de meilleurs résultats, que Serge Gainsbourg. Pourtant, on a deux extrêmes d'âge différents. Autrement dit, en termes plus clairs, mon idée n'est pas de vous dire qu'il faut traiter tous les patients, quel que soit leur âge, y compris exemplaires. Mon idée est de vous dire que pour prendre une décision thérapeutique efficace, adéquate, on ne peut pas s'en tenir uniquement à la chimie, et qu'il faut réellement prendre en compte l'état de santé global. Et c'est là où Gérald intervient, parce que Gérald, par sa formation, il a acquis des connaissances plus précises et plus approfondies sur le vieillissement, sur l'impact du vieillissement sur la santé, et sur l'impact des maladies chroniques sur la santé. Et le but de cette consultation, c'est de fournir des informations détaillées sur l'état de santé à l'oncologue, de manière à ce que lui ait le maximum d'informations pour pouvoir vous proposer une thérapeutique qui soit plus adaptée à votre état. Actuellement, les oncologues, ils ont mis au point un test de dépistage qu'on appelle le G8. Ce test, il sert à quoi? Eh bien, il sert à savoir quel patient mérite, entre guillemets, une consultation avec un gériatre pour éventuellement rechercher d'éventuelles vulnérabilités. L'avantage de ce test, c'est qu'il est rapide. Il peut être fait en 2-3 minutes au cours d'une consultation et il peut être fait par un médecin ou une infirmière. S'il s'avère que le patient nécessite une évaluation gériatrique, on va passer à cette étape-là qu'on appelle l'évaluation gériatrique standardisée, donc qui est le temps de la consultation. Il faut savoir que comme il y a beaucoup d'éléments à évaluer, ces consultations elles sont longues. La moyenne de ces consultations c'est 1 heure, d'accord? Parce qu'il est nécessaire d'avoir l'évaluation de ces différents points pour pouvoir répondre à la question qui va être posée par l'oncologue. Le premier élément qui va être étudié, c'est la situation socio-environnementale, c'est-à-dire est-ce que le patient a les ressources et les moyens à domicile de pouvoir subvenir à ses besoins, est-ce qu'il est en sécurité à domicile, et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il faut enclencher tous les moyens ou faire intervenir les différents acteurs, je pense notamment aux assistantes sociales, pour que ce patient puisse bénéficier d'un support et de renforcement en termes d'aide humaine, matérielle ou financière. Il est bien évident qu'un patient qui vit tout seul à plus de 80 ans au fond de l'Inde ou de la Creuse est beaucoup plus exposé à des complications durant son traitement qu'un patient qui est entouré et qui vit en proximité de Limoges. Le deuxième point qu'on va étudier, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'impact de ce qu'on appelle les comorbidités et la iatrogénie. Les comorbidités, ce sont toutes les maladies chroniques qui peuvent à un moment ou à un autre engager le pronostic vital du patient et qui sont susceptibles, en contrepartie, de compliquer, d'empêcher ou de menacer la réussite d'un traitement anticancéreux. Je vous explique tout à l'heure, les plus connus, ce sont le diabète, ce sont l'existence d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus, et il va falloir porter une attention particulière à ces pathologies parce qu'elles vont conditionner la réussite du traitement ou son échec, et qu'elles sont susceptibles, en cours de traitement, en plus de décompenser. Les iatrogénies, c'est le fait de dépister d'éventuelles interactions médicamenteuses. Il faut savoir qu'à partir de 3 traitements pris quotidiennement, les patients ont déjà des interactions médicamenteuses. À partir de 5 traitements pris, c'est 50% des patients. Et que ces traitements-là vont aussi interférer avec une éventuelle chimiothérapie secondaire. Et qu'il m'arrive malheureusement de voir encore en consultation des gens à 90 ans qui arrivent avec une ordonnance où il y a 16 ou 17 traitements. Le but de la consultation aussi, c'est de fournir des conseils thérapeutiques pour voir si on ne peut pas limiter les traitements présents sur l'ordonnance. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le bilan d'autonomie. Le bilan d'autonomie va se diviser en 2 parties. La première partie, c'est d'évaluer l'équilibre et la marge du patient. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte, en termes de recherche scientifique, dans toutes les publications, que s'il y a un facteur qui est absolument prédictif de complication d'un traitement et qui représente le concept de fragilité, ce sont les troubles de l'équilibre de la marche. Et que les patients qui ont des troubles de l'équilibre de la marche sont plus à même de faire des complications durant le traitement. Le deuxième point de bilan d'autonomie, c'est d'évaluer ce qu'on appelle l'impact sur les activités quotidiennes et instrumentales de la vie courante, c'est-à-dire de savoir si le patient est en capacité d'effectuer son quotidien. C'est se servir, c'est se laver, c'est faire ses courses, éventuellement conduire. Le quatrième point qui inquiète souvent les patients, c'est ce qu'on appelle la réalisation du bilan cognitif. Un bilan cognitif, c'est une évaluation de ce qu'on appelle les fonctions neurologiques supérieures. J'entends par fonction neurologique supérieure le raisonnement, le jugement, l'attention, la concentration et surtout la mémorisation. Ce qui veut dire que quand on effectue un bilan de ce type, on est amené parfois malheureusement
à faire des diagnostics en complément de diagnostic de cancer, de diagnostic de maladie type Alzheimer. Ça peut arriver. Moi, l'avantage premier que je vois à effectuer ces tests, c'est qu'à partir du moment où on va évaluer les capacités de raisonnement, d'attention, de compréhension et éventuellement de mémorisation, on va du coup pouvoir répondre à une question implicite qui est souvent posée par l'oncologue. Est-ce que le patient que j'ai en face de moi est en capacité de comprendre les informations qu'on lui apporte? Parce que médicalement, nous avons tous l'obligation de fournir une information claire, loyale et adaptée, mais encore faut-il que le patient qui est en face puisse intégrer cette information, la comprendre pour pouvoir, lui, émettre des souhaits éclairés. Le cinquième point, c'est ce qu'on appelle le bilan thymique, c'est-à-dire l'évaluation des troubles de l'humeur. Est-ce que le patient est tendance anxieuse ou tendance dépressive? On est souvent amené à traiter des dépressions dans le cadre du traitement du cancer. D'une part, parce que l'annonce du cancer elle-même est un tel cataclysme qui est susceptible d'induire une dépression, mais il faut savoir aussi qu'une des particularités de la physiologie du patient âgé est que le cancer induit dans l'organisme des modifications hormonales et également des modifications au niveau de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs cérébraux, c'est-à-dire la connexion des neurones, qui font que vous êtes plus à même d'être affecté par une dépression. Le cancer en lui-même, biologiquement, peut induire une dépression. Et que la dépression étant un inconfort psychologique, il est nécessaire de le traiter au cours du traitement comme tous les autres inconforts. Le dernier temps qui est extrêmement important aussi, c'est ce qu'on appelle le bilan nutritionnel, c'est-à-dire évaluer les réserves en énergie de l'organisme. Il faut savoir que quand un médecin vous parle de nutrition, il ne vous parle pas que de la quantité de ce que votre corps va garder. Il vous parle surtout de la qualité de ce que votre corps va garder, essentiellement de l'énergie fournie par les protéines. Pourquoi on est centré sur cette protéine, et la plus connue étant l'albumine? C'est d'une part, ces protéines, elles ont pour rôle de transporter dans le sang les médicaments que vous prenez pour leur permettre d'aller d'un point A vers un point B et d'effectuer une action. Ce qui veut dire que quand on manque de cette protéine, non seulement le médicament que vous administrez, ou les médicaments que vous administrez, aussi bien au traitement quotidien que la chimiothérapie, vont être moins efficaces, mais en plus vous allez cumuler ces médicaments, donc vous risquez d'avoir plus d'effets secondaires. Le deuxième point qui est extrêmement important pour les patients âgés, c'est que ces protéines elles servent aussi à faire la masse musculaire. Donc elles vous permettent de conserver une masse musculaire suffisamment efficace pour être autonome, pour faire votre quotidien. Le problème quand on est âgé, c'est que le corps perd cette capacité à stocker les protéines et surtout à refaire du muscle une fois que les protéines ont été perdues. Ce qui veut dire que malheureusement, dans certains cas, un patient qui était même à 80, 85 ans, tout à fait autonome, quelques semaines avant le diagnostic de cancer, peut, en quelques semaines, si ce problème n'est pas corrigé, perdre une masse musculaire suffisamment importante pour rentrer dans la dépendance et parfois, malheureusement, de manière irréversible. Au terme de cette évaluation, donc, je fournis les conclusions à l'oncologue et puis on va classer entre guillemets le patient dans un groupe de profils, ce qu'on appelle les groupes de Balducci du nom du créateur d'oncogériatrie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que ces groupes sont faits plutôt pour trouver un terrain d'entente et de compréhension avec l'oncologue plutôt que pour catégoriser et émettre une sanction sur la suite du traitement pour un patient. On distingue trois groupes. Le groupe 1, ce sont les patients que les Anglais appellent fit, c'est-à-dire les patients solides, c'est-à-dire les patients qui sont autonomes, qui ont peu ou pas de problèmes médicaux, pas de problème de mémoire, pas de problème de dépression. Où là, théoriquement, on va pouvoir leur administrer un traitement anticancéreux à dose standard, à dose classique. Le deuxième groupe, c'est le groupe intermédiaire des patients qu'on dit pas fragiles mais vulnérables. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques problèmes médicaux qui sont susceptibles de dégénérer, qu'il y a probablement une petite entrée dans la dépendance qui est encore potentiellement réversible. Et par conséquent, là, dans ce cas-là, on va se fier à l'estimation des espérances de vie. C'est-à-dire que si votre patient a une espérance de vie sans cancer supérieure à une espérance de vie avec cancer, on va pouvoir proposer un traitement anticancéreux si c'est licite, à dose adaptée, et si l'état clinique est stabilisé. Par contre, si on a une espérance de vie sans cancer inférieure à l'espérance de vie avec cancer, on va plutôt s'orienter vers ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire les soins de confort. C'est-à-dire, on ne va pas faire de traitement anticancéreux spécifique, par contre, on va s'attacher, s'acharner même je dirais, à ce qu'il y ait le moins d'inconfort possible, le moins de souffrance pour ce patient. Le groupe 3, comme vous l'avez compris, on va tomber dans le groupe des patients très fragiles, c'est-à-dire ce sont les patients qui sont déjà en grande dépendance avec énormément de problèmes de santé et pour lesquels on sait que l'administration de chimiothérapie ou tout autre produit risque d'être plus délétère que bénéfique. Comme je vous l'expliquais juste avant, cette classification elle est faite pour s'entendre. On n'est pas dans quelque chose de rigide. Et cette activité d'oncogériatrie, elle n'a de sens que si les différents professionnels qui prennent en charge ces patients discutent, parlent entre eux. Elle n'a surtout de sens que si cette réflexion intègre
les attentes du patient. C'est le premier point. Le deuxième point qui est déterminant, c'est si on doit réaliser un traitement anticancéreux, quel est l'objectif de ce traitement anticancéreux? Est-ce que l'objectif c'est d'augmenter l'espérance de vie? Est-ce que l'objectif de ce traitement c'est d'augmenter la qualité de vie? La question se pose. Et bien évidemment, on ne va pas avoir la même réflexion lorsqu'une patiente de 85 ans est diagnostiquée pour un cancer du sein que dans le cas d'une patiente de 30 ou 40 ans. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et que l'espérance de vie n'est pas la même. En conclusion, vous l'aurez bien compris, je ne suis pas oncologue, je suis gériatre. Je n'ai pas vocation à devenir oncologue et l'oncologue n'a pas vocation à devenir gériatre. L'intérêt de cette activité, c'est que, comme on le dit l'adage, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un et que plusieurs spécialités différentes vont se pencher sur la situation d'un patient qui, de par son âge, va être considéré comme potentiellement plus fragile, dans le but de proposer la meilleure réponse thérapeutique possible. Alors qu'on soit bien clair aussi, quand je vous parle de meilleure réponse thérapeutique, il arrive parfois que la réponse proposée soit effectivement de ne pas réaliser de traitement spécifique anticancéreux. Parce qu'on considère que dans ce contexte-là, pas uniquement en fonction de l'âge, proposer un traitement anticancéreux va faire plus de dégâts qu'autre chose. A contrario, il nous arrive parfois de proposer des traitements jugés agressifs à des gens dans le grand âge. Mais parce que ça a un sens. Je vais vous donner l'exemple concret d'un patient que j'ai été amené à prendre en charge il y a quelques années, quand je bossais dans un autre service, un patient de 96 ans, qui malheureusement présentait une tumeur de la face, une tumeur de grande taille, qui l'empêchait de mastiquer, de manger, et qui en plus, quand il se regardait dans la glace, entraînait des crises d'angoisse très intenses. Mais ce patient, il a eu un traitement, malgré ses 96 ans. Parce que lui, sa demande, c'était quoi? Il nous disait, mon seul plaisir maintenant, c'est de manger. Là, il ne pouvait plus manger. Et puis surtout, il ne supportait plus de se regarder dans la glace comme ça. Donc ce qui a été proposé et fait, c'est de faire une radiothérapie locale sur cette tumeur, ce qui a permis de faire régresser cette masse, ce qui a permis au patient de se réalimenter. Le patient est décédé 6 mois après de sa maladie qui s'est généralisée, mais il est décédé dans des conditions qu'on va considérer comme acceptables, parce que surtout c'était acceptable pour lui. On ne sait pas arrêter à son âge, on a essayé d'intégrer sa demande et ses volontés. Et là, pour le coup, cette coordination entre gériatre et oncologue a pris un sens. Le deuxième point que je vais me permettre de discuter avec vous pour conclure, concerne le sens des mots, le poids des mots. Je pense qu'on est dans une société où le poids des mots est extrêmement important. Et en dehors du mot gériatrie qui peut véhiculer parfois un ressenti très négatif, il y a un autre terme qui est en train de disparaître de notre jargon, et j'en suis très heureux, c'est le terme de prise en charge. Pourquoi? Actuellement, on commence à parler de plus en plus de prise en soin et de plan de soin. Étymologiquement, une charge, c'est quoi? C'est un poids. D'accord? Donc implicitement, pendant des années, la société vous a dit implicitement que quand vous passiez d'un état de bonne santé à un état de mauvaise santé au ce cancer, vous deveniez un poids et qu'on allait supporter ce poids. De la même manière, quand vous vieillissez, quand vous changez de tranche d'âge, la société vous disait implicitement que vous deveniez une charge parce que vous changez de tranche d'âge. Imaginez ce que ça peut être alors pour un patient âgé qui a un cancer, qui du coup a l'impression d'être une charge parce qu'il est cancéreux et parce qu'il est âgé. Et ces patients-là me le décrivent, j'en parle beaucoup avec eux parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui fait que il est nécessaire de parler avec mes patients. Pour eux, ils le vivent souvent comme une double peine. Voilà, je m'arrêterai là aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop mis en état de léthargie, même si je vous ai d'après, c'est l'hypnose. Et puis, je me tiens à disposition pour répondre à vos questions si vous en avez.